Euh, alors, Calliope. Euh, c'est c'est une certification. Alors, certains connaissent déjà démarche qualité parce que dans les organismes de formation, on a connu une première réforme, on était guidé vers. Mon son a été désactivé. Donc voilà, certains ont déjà connu les normes ISO, NF ou Datadoc. L'État, en réformant la formation professionnelle il y a quelques années, a souhaité avoir une certification qui soit unique et commune à tous les organismes de formation pour avoir plus de lisibilité, notamment vis-à-vis des financeurs, des bénéficiaires et puis de toute la communauté des organismes de formation. Et donc, on a été créé la certification Calliope qui devait être obligatoire au 1er janvier 2021 et qui, avec le Covid, a été repoussé au 1er janvier 2022. Et donc, la première question la première chose qu'on me dit et la première chose que je me suis dit, c'est oh là là, encore un vrai bazar administratif. On va encore bien passer du bon temps à gérer cette certification. Donc, c'est le cas. Je peux tout de suite vous détendre par rapport à ça. C'est pas simple. Et l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de se dire ben voilà, si j'y vais, pour quelles raisons, quels sont les arguments, pourquoi quelles sont mes obligations ou pas. Donc d'essayer d'avoir voilà, de peser le pour et le contre pour y aller. Et puis si je fais le choix d'aller sur la certification Calliope, à ce moment-là, quels sont les quelques conseils ou la méthode à mettre en œuvre pour essayer de simplifier tout ça et d'y arriver. Donc c'est l'objectif de la présentation de ce soir. N'hésitez pas sur le chat, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais n'hésitez pas à laisser des questions au fur et à mesure. S'il y a des choses qui… Alors on commence à être une quinzaine, une vingtaine, donc c'est un peu difficile de chacun poser ses questions, mais posez-les sur le chat. Et puis après, on a un temps, enfin, à la fin de la présentation pour se poser aussi des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir. Je vous solliciterai de temps en temps pour quelques questions, histoire de voir si vous suivez, si je ne vous ai pas encore endormi. Et ou si je ne vous ai pas complètement embrouillé. Donc voilà, je vous solliciterai aussi régulièrement. Donc, bon, Calliope, certification gérée par France Compétences et elle s'adresse à plusieurs types d'organismes, les organismes de formation. Donc là, c'est 28 indicateurs sur les 32. Si vous êtes organisme de formation et CFA, alors là, vous avez le bonheur de faire tous les indicateurs de Calliope. Et puis, si vous faites de la VAE ou du bilan de compétences, voilà, c'est un petit peu léger en termes d'indicateurs. Ce que je n'ai pas mis ici, c'est si vous êtes déjà un organisme de formation qui est certifié, je ne sais pas si vous êtes AFNOR ou Norme NF ou autre. Pareil, l'audit enfin, le nombre d'indicateurs est allégé parce que vous avez déjà démontré votre qualité sur d'autres types de certifications. Voilà, donc la première chose à retenir, c'est qu'en fonction de mon organisme, j'ai plus ou moins des indicateurs, enfin j'ai plus ou moins d'indicateurs à suivre. Celui qui emporte la mise, c'est quand même celui qui fait de l'alternance parce que là, il a vraiment tout à faire. Un autre point hyper important, il faut savoir qu'il y a 7 indicateurs dans cette norme qui est lié à la prise en compte du handicap. Donc 7 sur 32, c'est assez énorme. Et vous verrez après que c'est souvent des indicateurs où les gens échouent ou ont des non-conformités. Donc voilà, je me suis permis de le remettre en page 1 de ce diaporama parce que c'est un point hyper important. Voilà. Par contre, donc ça, c'est les organismes qui sont concernés, mais je ne suis concerné que si je souhaite bénéficier de financement public. La première chose à savoir, c'est que Calliope n'est en rien obligatoire pour un organisme. Vous pouvez être organisme de certification sans avoir Calliope, sauf que si vous n'avez pas Calliope, vous ne pourrez plus, au 1er janvier, bénéficier de financement public, comme pour les OPCO, comme de subventions de l'État, de Pôle emploi, etc. Donc, beaucoup d'organismes de formation, vous verrez plus tard, ont fait le choix de ne pas aller sur Calliope parce que leur modèle économique ne repose que sur du B2B ou de l'achat de prestations par des particuliers ou par des entreprises. Ça, c'est le premier critère à prendre en compte, c'est est-ce que j'ai un intérêt au 1er janvier parce que je touche des subventions ou de l'argent public à aller sur Calliope,
ou si pour le moment, je ne touche pas d'argent public, est-ce que j'y vais tout de suite ou est-ce que j'y vais un peu plus tard? Voilà, c'est des choses à prendre en compte. Cette certification, elle repose sur un référentiel, donc c'est votre Bible. Et croyez-moi, en tant qu'auditeur, on voit tout de suite les gens qui ont pris le temps de lire ce référentiel et ceux qui ne le font pas. C'est vraiment je vais vous montrer après sur la prochaine diapo, mais c'est vraiment un manuel, c'est une recette de cuisine pour y arriver. Donc vraiment, c'est tout détaillé dedans et je vous invite à aller sur ce référentiel. Vous aurez le lien sur la prochaine diapo. D'ailleurs, le diaporama projeté ce soir, il contient pas mal de liens. On va vous le transmettre, comme ça vous permettra aussi d'aller continuer à avancer votre travail là-dessus. Aujourd'hui, on en est déjà à la version 7 du référentiel. Et juste un petit conseil, mais c'est le cas dans toute la qualité. Pensez toujours à vérifier que vous êtes en possession de la dernière version à jour. Et donc, allez prendre sur le site de l'État toujours la version et ne prenez pas une version qu'on vous a envoyée, etc., que vous trouvez sur un site Internet. Il y a un site qui est très bien fait, qui est le site de l'État. Vous le prenez dessus, vous êtes sûr d'être sur le bon référentiel et de ne pas passer à côté de quoi que ce soit. Et de manière générale, dans votre démarche qualité, pensez toujours, pareil, à mettre des versions ou des dates d'actualisation sur vos documents. Ça, c'est le premier petit conseil pour la suite. Donc voilà, pensez bien à faire attention à la version du document que vous utilisez. Alors, notre Bible, la voilà. Donc, comment ça se présente? Vous allez avoir un manuel qui doit faire, si mes souvenirs sont bons, à peu près 60 pages. Donc oui, c'est dense. Oui, vous n'allez pas le lire tous les soirs, mais lisez-le petit à petit parce que c'est vraiment important. Sur chaque, donc vous avez vu qu'il y a plusieurs critères, plusieurs indicateurs, on y reviendra dessus. Pour chaque indicateur, vous allez retrouver une feuille synthétique avec qu'est-ce que c'est que l'indicateur, quel est le niveau qui est attendu par l'État et par France Compétences, et quels sont les éléments de preuve que vous pouvez fournir. Ce sont des exemples. Ça vous permet de guider votre travail. Vous pouvez en avoir d'autres. Mais voilà, on ne peut pas faire mieux. Donc là, vous voyez l'indicateur 2, c'est un indicateur sur la communication. Donc cet indicateur, c'est qu'on diffuse les résultats. Donc, je ne sais pas, les taux de réussite, les taux de satisfaction, le taux d'insertion, etc. Donc voilà ce qui est attendu, le niveau. Et puis en dessous, vous avez les exemples. Donc on peut communiquer sur son taux de satisfaction, sur le nombre de stagiaires, etc., etc. Donc c'est vraiment assez bien fait. Et euh, pour chaque indicateur, vous avez cette fiche de récapitulative avec, si vous avez des obligations, par exemple, si vous êtes CFA, vous avez une obligation qui est spécifique, qui est liée au Code du travail. Si vous êtes nouvel entrant, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore fait de formation, mais vous voulez Calliope pour démarrer, à ce moment-là, cet indicateur est allégé. Et puis, vous avez aussi, malheureusement, si vous ne respectez pas cet indicateur, à quelle non-conformité vous vous exposez. Donc, quelle est entre guillemets, la sanction, mais vous verrez que ce n'est pas vraiment une sanction. Quelle est la non-conformité qui vous sera donnée si vous ne respectez pas cet indicateur. Donc, voilà, allez-y indicateur par indicateur, au fur et à mesure, faites-vous des petites fiches de révision. On verra enfin voilà, que le conseil ultime, c'est de se faire une cartographie des indicateurs avec les attendus et les preuves que vous avez à mettre en face pour guider votre travail. Mais vraiment, encore une fois, ça fait la différence. Prenez le temps de lire ce référentiel et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'il est plutôt bien fait. Et donc, voilà, en lisant ça, faites attention à dans quelle catégorie vous êtes, puisque tous les indicateurs ne sont pas pour vous. Faites attention si vous êtes nouvel entrant, il peut y avoir des subtilités, donc lisez bien tout ça. Et sachez que les exemples des éléments de preuve sont des exemples, mais vous pouvez en avoir d'autres, il faut pouvoir le justifier. Si vous n'aurez pas une non-conformité si vous ne sortez pas toutes les indications qui sont mises dans les exemples. Voilà, bon, c'est pour vous aider un peu sur la lecture. On y reviendra plus tard, mais il me semblait important de porter à votre connaissance ce document et j'ai mis le lien dans le diaporama. Alors, je ne le vois pas à l'écran, mais je sais qu'il est sur la diapositive. Donc voilà, imprimez-le, faites des notes dessus, revenez-y, lisez-le régulièrement et le jour de l'audit, ayez bien ce document avec vous parce qu'il va vous permettre aussi de suivre l'auditeur et d'apporter des réponses si vous avez des questions, etc.
Donc voilà pour votre livre de chevet dans les mois qui viennent. Alors, la diapo. Alors je suis désolé, j'ai dû cliquer sur le lien. Donc voilà. Alors, j'espère que ça ne vous fait pas trop peur, ce petit schéma plein de flèches. Donc là, c'était pour vous redire, le Calliope est divisé en 7 critères, en 7 grands critères, eux-mêmes subdivisés en 32 indicateurs. Vous vous souvenez qu'il y a 7 indicateurs pour la prise en compte du handicap. Dans ces 7 critères, vous allez avoir des critères qui sont plutôt opérationnels, plutôt dans la mise en œuvre de vos formations. Vous allez avoir des critères qui sont plutôt sur les ressources, c'est-à-dire les ressources que je mets en face des formations que je propose. Et puis, vous allez avoir des critères de pilotage qui vont vous aider à gérer votre activité. Donc, le critère 1, qui est au milieu, donc dans le processus opérationnel que vous voyez au milieu, le critère 1 porte sur tout ce qui est sur la communication. Et ce qu'il faut se dire sur ce critère, c'est que vous devez communiquer de la meilleure façon possible et que les candidats qui arrivent chez vous doivent avoir toutes les informations en leur possession avant de faire un choix, avant de faire le choix de venir chez vous. C'est vraiment l'objectif de ce critère, c'est de communiquer et vous verrez que les indicateurs vont vous détailler les attendus sur dans ma communication, il faut qu'il y ait les prérequis, les modalités, le tarif, etc. etc. L'objectif de ce critère, c'est de faire en sorte que les apprenants arrivent chez vous en connaissance de cause, en ayant toutes les informations nécessaires. Ensuite, vous avez le deuxième critère qui va porter plutôt sur la conception de la formation, donc sur les objectifs, sur le déroulé pédagogique, sur l'adaptation que vous allez faire en fonction du public, des entreprises partenaires, etc. Donc là, on est vraiment sur la conception de votre offre. Et puis après, on va être dans vraiment le troisième critère, c'est le critère 3, donc sur la mise en œuvre de votre formation. Donc vous allez être sur les conditions de déroulement, sur la réalisation, sur la mesure sur les évaluations de vos bénéficiaires, sur la prévention des abandons, etc., etc. Donc ça, ce sont les 3 premiers critères, vraiment des critères de mise en œuvre. Ensuite, vous avez des critères qui sont relatifs, donc c'est les critères tout en bas du schéma, qui sont sur la mise à disposition de ressources. L'idée de Calliope, c'est de se dire, je mets en place des formations, il faut que j'ai les ressources nécessaires en face pour mettre en œuvre ces formations. Et Calliope va s'assurer que ce que vous vendez, vous avez bien les moyens de le faire et vous le faites avec les bons moyens. Donc le critère 4, c'est plutôt sur, ça va être les moyens matériels, moyens d'encadrement, etc. Le critère 5 porte exclusivement sur la RH, c'est-à-dire sur l'évolution des compétences de vos intervenants et de l'équipe encadrante. C'est-à-dire que le critère 4, c'est vraiment dire voilà les moyens que je mets à disposition. Et le critère 5, c'est comment je m'assure que les moyens humains que je mets à disposition vont évoluer et vont faire évoluer leurs compétences pour que les formations que je vais dispenser soient à jour, je sais pas, des dernières tendances pédagogiques, des dernières tendances métiers, etc. etc. Critère 5, souvent sur le plan de développement des compétences, c'est avec des indicateurs et un critère qui est assez difficile, on retrouve beaucoup de non-conformité. Donc voilà, ça, ce sont les 2 critères sur les mises à disposition de ressources. Et puis enfin, on finit le Calliope finit par 2 critères qui sont plutôt du pilotage. Le critère 6 qui est nouveau et c'est vraiment quelque chose qui change par rapport aux attendus. Par exemple, peut-être certains que vous connaissez Datadoc. Voilà, ça, ce n'était pas du tout dans Datadoc. C'est sur l'inscription du prestataire dans son environnement professionnel. Donc, en gros, on vous demande de faire une veille sur le métier auquel vous formez, sur la pédagogie, sur la législation, sur les outils pédagogiques, etc. etc. Donc ça, c'est bien. Souvent, on arrive à prouver qu'on fait une veille. Par contre, les indicateurs, la réussite, c'est de montrer comment je les réutilise. C'est-à-dire que faire une veille pour faire une veille, ça ne sert à rien. Mais par contre, il faut que vous puissiez montrer que vous avez fait une veille et que ça a amené des changements de pratique dans votre formation.
C'est dans cet indicateur qu'on va retrouver l'indicateur principal du handicap, le 26, sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, où là, vous devez montrer que vous avez tissé tout un réseau vous permettant d'accueillir les personnes en situation de handicap dans de bonnes conditions. Donc, je ne sais pas, l'AGFIP, des organismes qui accompagnent les personnes en situation de handicap, Cap Emploi, Pôle Emploi, etc. Donc, un point important, ce 6, et c'est vrai que c'est un critère qu'on ne retrouvait pas avant et qui est des fois mal compris ou ce n'est pas dans les habitudes des organismes de formation. Et pour terminer, une fois qu'on a fait déjà les 6 critères, on arrive au critère le plus difficile et le primordial, c'est le critère qui est sur l'amélioration continue et la mise en place de questionnaires, de tableaux de traitement, des remontées, des dysfonctionnements. Donc là, on est vraiment typiquement sur les mesures prises pour l'amélioration continue de vos prestations. À la fois, c'est un critère qui paraît évident, mais qui n'est pas si simple. Et souvent, on voit beaucoup d'organismes à réussir à aller jusqu'au 6 et puis s'écroule un peu sur le 7, puisque dans les audits, on balayait les critères et les indicateurs dans l'ordre chronologique. Donc voilà, ne ratez pas le 7, ça serait dommage d'arriver jusque-là tranquillement et puis de vous écrouler sur le critère 7, mais pensez-y. Le tableau d'amélioration continue, c'est la base de tout votre plan d'amélioration, de toute Calliope. Donc c'est vraiment la cheville ouvrière de votre démarche. Si je vais trop vite, faites-moi signe. Si vous ne comprenez rien, pareil, arrêtez-moi, hein, pas de problème, posez des questions, que je ne vous embrouille pas trop. Maxime, il y a une petite question dans le chat. Comme tu Ouais, partages ton écran, je sais que tu ne la vois pas. non. Je ne sais pas si tu veux y apporter une réponse au fil de l'eau ou Alors si attends, tu veux la garder. je veux bien la question. Alors attends, si on veut, et notamment après. Alors voilà, je vois les questions du coup. CFA, donc oui, excusez-moi, des fois j'utilise les acronymes et il y a tout un jargon comme dans chaque corps de métier et n'hésitez pas à faire préciser si ce n'est pas clair pour vous. On peut se faire auditer quand on veut, oui, notamment après le 1er janvier 2022. Et après, vous verrez dans les pour et contre pourquoi moi je préconise d'essayer de le faire avant. Mais oui, tout à fait, il n'y a pas de date. Le 1er janvier, c'est à ce moment-là que l'État va exiger que vous ayez Calliope pour bénéficier de financement public. Si ce n'est pas votre cas au 1er janvier, vous pouvez très bien le faire quand vous voulez. Tableau d'amélioration continue, non, ce n'est pas un document précis. Alors Calliope ne va pas vous donner une base documentaire de choses à respecter, c'est à vous de le mettre en place en fonction de vos pratiques. Maintenant, il y a énormément de bases de données parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui ont été audités et qui ont mis en place ces documents. Donc, il y a beaucoup de documents, il ne faut pas réinventer la sauce. Il faut partir de ce qui existe et l'adapter à votre organisme de formation. Financement, contournement des formations des collectivités locales, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, financement public, ça va être tout ce qui est collectivité locale, Pôle emploi, région, État, OPCO aussi, et après aussi les communes, etc. Départements, communes, tout à fait. Ce n'est pas forcément les premiers financeurs de formation auxquels on pense, mais oui, ils peuvent apporter de la formation. On travaille par exemple avec 2 départements pour les publics RSA et la métropole aussi dans le même sens, et c'est financement public. Alors, vous ne serez pas coupé du jour au lendemain si vous avez déjà des actions qui sont établies, et donc on ne va pas vous couper le financement. Ça serait académie aussi, ouais, effectivement. Ça serait, voilà, ça commence là, ça devient complexe. Alors, pour le coup, c'est moi qui ne comprends pas le DSDN. J'imagine que c'est l'académie, ça. Oui, c'est la même. C'est la direction des services départementaux Ouais, de c'est l'éducation pareil nationale. alors. Ouais, ça va rentrer dedans. Alors, si vous avez déjà des financements, ils ne vont pas vous les couper du jour au lendemain, mais ils pourraient vous demander des comptes à un moment donné. Par exemple, aujourd'hui, moi, je réponds à des marchés publics Pôle emploi. Ils nous disent, vous devez être dans cette démarche et vous justifierez au moment venu d'avoir Calliope. Donc, aujourd'hui, c'est bon. Mais par contre, pour les nouveaux marchés ou les nouveaux contrats, on risque de vous les demander. Alors, je ne suis pas sûr que l'académie elle soit vraiment au fait de Calliope, que ça soit tout de suite. Mais par contre, vous pouvez être certain que les collectivités locales, départements, Pôle emploi, etc., ils vont être au taquet là-dessus. L'académie, à mon avis, voilà, je ne suis pas sûr qu'ils soient hyper à cheval encore là-dessus. Mais ça va y venir.
Et puis, oui, j'étais en train de vous dire, voilà, il existe énormément de bases de données. Donc, ne réinventez pas des tableaux, des documents qui existent déjà. Cherchez sur Internet. Par contre, ne copiez pas, enfin, ne faites pas que du copier-coller. Adaptez en fonction de vous aussi et enlevez des cases, rajoutez-en si besoin. OK. N'hésitez pas, ouais, Tiffaine ou Angélique, à me couper si vous voyez des questions, parce qu'effectivement, je ne les vois pas à l'écran, moi, du coup. On n'hésitera pas. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors, encore un joli schéma, comme je les aime bien. Ça, c'était pour vous décrire le cycle de certification. Donc, l'élément d'engagement, ça va être déjà de demander un devis à des organismes certificateurs. Je vous ai dit, Calliope, c'est France Compétences, mais ce n'est pas eux qui certifient. Il y a des organismes certificateurs comme l'AFNOR, comme ICPF, comme d'autres. Il y a une trentaine d'organismes certificateurs. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence parce que voilà, c'est possible. Alors, les prix sont à peu près réglementés, mais il y a quand même des écarts de prix. Donc, je fais une demande de devis, je choisis mon prestataire et mon prestataire va me donner une date pour ce qu'on appelle l'audit initial. Ça veut dire que c'est votre premier audit où l'auditeur va venir chez vous et va prendre critère par critère et regarder ce que vous faites et les éléments de preuve que vous pouvez apporter. Une fois que cet audit est réalisé, vous allez avoir nécessairement un audit de suivi entre le 14e et le 22e mois, où là, on va revenir sur les éventuelles non-conformités que vous avez pu avoir pour vérifier si vous avez fait les ajustements nécessaires. Et puis, il y aura de nouveau un échantillonnage de vos pratiques. Donc, un peu allégé. Lors de cet audit, on ne peut normalement pas vous enlever Calliope. On peut vous faire des remontées, etc. Mais ce n'est pas un audit où on va vous dire vous aurez ou pas Calliope. C'est vraiment pour le suivre. Par contre, au bout de 3 ans, audit de renouvellement, donc votre Calliope tombe et vous devez refaire un audit pour vous refaire certifier. Alors, normalement, si vous avez bien entretenu votre démarche qualité pendant 3 ans, ça doit être une formalité de repasser Calliope. Mais voilà, sachez qu'après cet audit de renouvellement, au bout de 3 ans, votre certification tombe et vous devez vous faire réauditer. Si j'ai plusieurs sites, je peux parler en connaissance de cause, j'ai 50 sites, donc on a été audité pendant une semaine avec des sites tirés au hasard. Donc voilà, si vous avez plusieurs sites, ça va être en fonction du nombre de sites et de votre volume d'activité. Mais donc tous les sites vont être audités. Et la durée de l'audit, il est normé, c'est en fonction de votre chiffre d'affaires, du nombre de sites et de si vous êtes dans un audit initial ou de renouvellement. Donc ça va être à minima une journée. Et ça peut monter, comme moi, à 5 jours si vous avez cette chance-là. Donc voilà, ça c'est l'organisme certificateur qui va vous déterminer le nombre de jours et pour ce faire, il va vous demander votre BPF. Donc c'est la déclaration que vous faites en tant qu'organisme de formation chaque année auprès de la DRITS, anciennement Direct. Et si vous n'avez pas de BPF parce que vous avez moins d'1 an d'existence, à ce moment-là, vous êtes considéré comme nouvel entrant et c'est un jour d'audit. Bon, ça c'est technique. L'organisme certificateur vous dira combien vous avez de jours. Si vous avez une faible activité, généralement, c'est 1 jour. La plupart des organismes, c'est 1 jour. Si vous avez plusieurs sites et une grosse activité, ça peut monter jusqu'à 5 jours. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est demande de devis, choix d'un organisme certificateur, audit initial, 14 mois ou 22 mois, entre 14e et 22e mois, audit de suivi, et au bout de 3 ans, audit de renouvellement. Donc, on s'inscrit dans un cycle qui dure à peu près 3 ans. Et si vous faites votre audit de suivi, parce que j'ai eu la question l'autre jour, au bout du 22e mois, eh ben, ça ne décalera pas pour autant votre audit de renouvellement. C'est-à-dire que ça sera vraiment au bout des 3 ans. Donc, si vous faites votre suivi au bout du 22e mois, eh ben, il y aura moins d'écart, moins de temps qui va se passer entre votre audit de suivi et celui de renouvellement. Parce que certains disaient, je vais faire au bout de 22 mois, comme ça va encore décaler. Donc, dans ces 3 ans à partir de la délivrance de votre certificat. Je crois qu'il y a des questions Ouais, sur le chat. il y a quelques questions, Maxime. Pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les académies, il y a une question de savoir si les inspections pourraient être empêchées de financer des formations si le prestataire n'est pas certifié Calliope. Si eux-mêmes utilisent des financements qui viendraient, je ne sais pas, de l'Europe, de l'État ou d'autres, c'est possible.
parce qu'on va leur demander des comptes sur quel prestataire ils ont choisi et à qui ils ont attribué. Nouvel entrant, ça veut dire que vous n'avez pas encore démarré votre activité de formation. Ça veut dire que, je ne sais pas, prenons l'exemple de la Maison de l'Apprendre, hein, qui vient d'avoir leur numéro d'agrément. Elles n'ont pas encore eu une année d'activité, donc c'est un nouvel entrant. Ça veut dire que le jour de l'audit, en fait, vous allez plutôt montrer vos procédures et vos process que des cas concrets. Par exemple, on ne va pas vous demander de sortir des fiches de présence si vous n'avez jamais mis en œuvre des formations. Par contre, on va vous demander, tiens, comment vous allez faire pour gérer les présences. Donc, vous allez dire, voilà, j'ai mis telle fiche de présence ou j'ai un document en ligne qui peut être signé, etc. Donc, nouvel entrant, c'est si vous n'avez jamais déposé votre BPF auprès de la DRETS. Est-ce que tu peux juste réexpliquer le BPF, s'il te plaît, Maxime? BPF, alors c'est le bilan de la formation professionnelle qu'on dépose chaque année auprès de l'État, enfin de la DRITS, pour justifier de son NDA, de son activité en tant qu'organisme de formation. Donc là, il comprend plein de super cases et je pense qu'il vaut mieux se lancer dans Calliope que dans le BPF. Ça va vous démoraliser. Donc on fera d'autres cartes blanches sur le BPF si vous voulez, parce que le BPF, c'est vraiment c'est compliqué, quoi. Tu nous le vends bien, ça donne envie. Ouais, non, je pense que tous les organismes qui ont un peu d'activité et qui ont fait des BPF, ils savent de quoi je parle. Où est-ce que le risque est juste de perdre d'éventuelles subventions? Oui, en fait, vous n'allez pas perdre les subventions en cours si vous n'avez pas Calliope, mais vous risquez d'être retoqué sur des marchés ou des demandes de subventions à venir. C'est plutôt ça le risque. S'il n'y a pas de site, si on se déplace chez le client. Non, alors le site, c'est vraiment l'adresse où vous faites vos formations. Si vous déplacez chez le client, ça ne sera pas un site par client. Ce sera le siège social qui est rattaché à votre numéro SIRET. Sans financement public, alors j'imagine, Karine, c'est la suite de la question sur l'académie. Si ce n'est pas des financements publics, logiquement, ce n'est pas obligatoire de vous demander Calliope. Mais bon, comme ça transite par l'académie, voilà, je pense que ça peut être demandé, mais pour le moment, j'ai eu aucun cas de problématique avec les académies. Ok, très bien, c'est noté, Hélène. C'est vrai que c'est plus joli que MacBook. Allez, on va passer à la suite. Alors, diapositive suivante, comme je vous disais, c'est Calliope, on y va pas, parce que c'est la grande question, parce que souvent on se dit, ça va me coûter de l'argent, ça va me prendre du temps, c'est compliqué, donc est-ce que j'ai vraiment intérêt à y aller? Et là, je vais vous mettre à contribution, peut-être sur le chat, parce que je ne suis pas assez doué pour créer des sondages. À votre avis, déjà, est-ce que vous savez combien il y a d'organismes de formation en France? Peut-être, si vous avez des idées, tapez un ordre de grandeur sur le chat. Je pense que vous allez être assez surpris du résultat. Ensuite, pendant que vous réfléchissez et que vous tapez votre réponse, en parallèle, vous pouvez aussi estimer le nombre de personnes âgées. Alors, soit il y en a qui sont très bons, soit il y en a qui ont déjà eu l'info. Vous pouvez aussi estimer, maintenant que je vois les chiffres circuler, le nombre de personnes d'organismes de formation qui étaient Datadoc, parce que vous vous souvenez que c'était la norme précédente Datadoc. Et puis après, on fera… alors, la réponse des OF pendant que ça circule, c'est 100 000 OF. Donc, il y en a qui n'étaient pas très loin, il y en a qui sont tombés juste. Datadoc, je vois 20 000, 30 000. OK. Et puis, donc là, la réponse pour Datadoc, c'est 46 000. Donc, vous voyez que finalement, il y a moins de la moitié des organismes de formation qui avaient fait le choix d'être sur Datadoc. Ça veut dire qu'ils avaient fait le choix de passer outre, parce que Datadoc, c'est obligatoire, pareil, pour les financements publics. Donc, vous voyez que ce n'est pas tous les organismes qui sont concernés. Allez, on termine le petit quiz. À votre avis, combien d'organismes sont déjà certifiés Calliope? C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des bons scores. Alors, c'est Hélène qui emporte le prix, puisque c'est 15 000. Alors, je vais vous afficher les chiffres pour que ça soit plus lisible pour vous. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Voilà.
Excusez-moi. Donc 106 000 NDA déclarés, c'est les numéros d'agrément d'organismes de formation, 46 000 Datadoc, et donc 15 000 Calliope et 12 000 en cours. Donc si vous faites le compte, ça fait 27 000 sur 106 000. Donc on est à peine 30% des organismes qui se sont engagés. Donc il y a certainement une question de timing, hein, mais vous savez, je vous ai dit au démarrage que l'échéance a déjà été reportée d'1 an. Donc ça veut dire que clairement, il y a beaucoup d'organismes qui vont faire le choix de ne pas aller sur Calliope. Certains parce qu'ils attendent de voir un peu comment ça tourne, d'autres parce qu'ils vont vraiment faire le choix de ne pas y aller. Donc les points suivants, c'est justement de se dire, les défenseurs du non, pourquoi ils n'y vont pas? Une des premières choses à prendre en compte, c'est le coût. Juste le coût de la certification, c'est-à-dire l'organisme qui va vous dépêcher un auditeur et qui va vous délivrer la certification. En moyenne, c'est 1 200 €. Et puis, on monte à 3 000 ou 4 000 € si vous avez plusieurs jours d'audit. Donc, certains organismes de formation, moi, j'ai travaillé avec des organismes où leur chiffre d'affaires sur la formation, c'est 50 000 €. Bon, ils disent déjà 1 200 € de certification, plus le temps que je vais y passer, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Après, il y a tous les phobiques de l'administratif, et on est beaucoup à ne pas aimer ça. Et le temps que ça peut représenter. Ça, c'est vraiment, faut se lancer là-dessus et se dire que oui, ça va vous demander du temps. Ça va vous demander de l'investissement au départ en temps, mais qui va vous en faire gagner par la suite. Mais clairement, voilà, c'est pas neutre, hein, donc il faut bien le prendre en compte. Comme je vous le disais tout à l'heure, certains disent moi je n'y vais pas parce que je ne travaille qu'avec des entreprises ou qu'avec des personnes individuelles qui vont payer directement leur formation. Et puis, beaucoup disent, en fait, moi, je suis organisme de formation, mais en vrai, je n'interviens qu'en sous-traitance. Donc, en fait, j'interviens en sous-traitance pour d'autres organismes de organismes de formation. Donc là, je ne suis pas dans l'obligation d'être Calliope. Imaginons, on va reprendre l'exemple de la Maison de l'Apprendre. Si demain, moi, je leur demande d'intervenir sur mes formations, donc ils seront sous-traitants de mes formations. Donc légalement, c'est à moi d'avoir Calliope, mais ce n'est pas à elle de l'avoir. Donc ça veut dire que si vous faites que de la sous-traitance, vous pouvez ne pas être sur Calliope. Allez, je vois qu'il y a une petite question. J'ai trouvé le truc. Alors, pourquoi ça nous fera gagner du temps après? Parce que en fait, tout le temps que vous allez passer là à vous organiser et à vous mettre conforme, c'est du temps qui va être gagné après dans votre organisation administrative, suivi, etc. Parce que en fait, Calliope, ça va vous obliger à mettre en place des tableaux de suivi, des tableaux d'indicateurs, des choses comme ça, de formaliser en fait ce que vous faites déjà, parce qu'en fait, la contrainte administrative, c'est de formaliser des choses qu'on fait déjà. J'imagine bien que les dysfonctionnements, vous les traitez. J'imagine bien que quand quelqu'un n'est pas content, vous appelle, vous allez prendre en considération ce qu'il vous demande, ce qu'il vous fait remonter. Sauf que on ne prend pas toujours le temps de le noter dans un tableau, de le suivre. Je suis sûr que vous faites le suivi du taux d'absentéisme pour certains, du taux de réussite aux examens. Sauf qu'on n'a pas toujours un tableau récapitulatif. Donc, en fait, ce travail de départ, il est un peu conséquent. Mais après, par contre, une fois que tout est en place et que vous le suivez, ça va vous faire gagner du temps dans votre pilotage et dans votre gestion quotidienne. Aujourd'hui, nous, par exemple, on a mis en place des procédures dans nos écoles qui permettent à chacun de savoir exactement quel document il doit faire pour être conforme, et ça lui gagne vraiment du temps dans sa gestion quotidienne. Voilà. Les défenseurs du non et les défenseurs du oui, c'est très subjectif, hein. Moi, je ne peux pas répondre à votre place à si vous y allez ou pas. Bon, c'est un peu comme vaccin ou pas vaccin, quoi. C'est chacun son avis en fonction de ce qu'il a envie de faire, etc., hein. Donc voilà, et surtout, alors je ne l'ai pas dit au départ, mais j'ai pas la bonne parole, quoi. Vous pouvez écouter certainement d'autres auditeurs vont vous dire autre chose, etc. Il n'y a pas une bonne parole. Faut prendre le temps de réflexion et de réfléchir à tout ça. Moi, aujourd'hui, je vous apporte des éléments pour que vous puissiez réfléchir, mais en aucun cas, je vais vous dire faites comme ci, faites comme ça, hein. C'est pas l'objectif. Bon, les contre-arguments de tout ça. Donc, les défenseurs du oui. Si je veux continuer à bénéficier des fonds publics, nécessairement, je dois y aller. C'est aussi le moyen d'avoir une certification qui est unique et reconnue par tout le monde, donc ça vous met en avant. On sait que les acheteurs privés, notamment les entreprises, au départ, ils ne croyaient pas beaucoup en Datadoc, et aujourd'hui, ils les demandaient de plus en plus souvent, et ça vous permet d'être plus concurrent,
d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres qui ne l'auraient pas. Donc, ça, c'est un des arguments forts. Et se lancer dans une réelle démarche d'amélioration continue, c'est toujours bénéfique pour les structures parce que ça permet de mieux travailler, d'apporter des éléments, enfin, voilà, de faire des formations qui sont le plus adaptées possible. Donc voilà, ça, c'est les arguments du pour. Moi, vraiment, en fait, le meilleur argument du oui, c'est de dire je veux bénéficier des fonds publics. Et quand même, ce qu'il faut se dire, c'est que petit à petit, les entreprises vont mettre ça aussi comme norme d'achat et que, alors ça ne sera pas au 1er janvier 2022, mais que Calliope va finir par s'imposer et que ça va être une norme qui va être, qui va être admise par tout le monde. Donc peut-être la question en fait qu'il faut se poser, c'est de dire plutôt pas forcément si est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas, mais dans quel tempo j'y vais. Est-ce que j'ai urgence à y aller au 1er janvier parce que de ça dépend mon modèle économique, ou est-ce que j'ai un peu de temps pour m'organiser, prendre le temps de voir venir les choses et de le faire comme il faut. Question. Si on est nouvel entrant, n'a-t-on pas intérêt à y aller quand on crée le truc? Eh bien oui, ça va. Alors je vais revenir, c'est ce qu'on appelle fermer le robinet, parce que plus vous laissez passer de temps, au plus vous allez devoir revenir sur ce que vous avez fait et le corriger. Donc si vous y mettez tout de suite, tout ce que vous allez faire, ça sera conforme, et donc vous n'aurez plus à revenir dessus. Donc plus vous allez laisser passer de temps, c'est sûr que vous allez avoir énormément d'éléments sur lesquels il va falloir revenir. Bon, vous avez vu qu'en tant que nouvel entrant, vous avez un peu moins d'indicateurs et que certains indicateurs sont allégés. Par exemple, on prend le dernier indicateur qui est le 32 sur l'amélioration continue. C'est notifié que nouvel entrant égale audit lors de l'audit de surveillance, l'audit de suivi. Donc, ça veut dire que cet indicateur, il est déjà acquis. Par contre, quand je suis nouvel entrant, c'est plus facile d'y arriver sur l'audit initial. Par contre, l'audit de suivi est plus dur parce que l'audit initial, on va dire OK, on a bien vu que vous avez des process, des procédures, que vous avez bien compris la norme qualité. Par contre, on va vraiment vous auditer lors d'audit de surveillance parce que là, on va vous demander de sortir tous les cas concrets et tous les exemples de vos procédures. Donc, il faudra bien avoir mis ça en place. Donc, en fait, si vous voulez, c'est reporter un peu la difficulté. Alors, petite question. On doit revenir sur ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Ça, c'est une question qui revient souvent et que je me suis posée aussi. Généralement, ce n'est pas plus loin qu'une année d'activité en général. Et souvent, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de dire, de décréter une journée où vous dites, à partir de ce jour-là, je m'engage à respecter la norme qualité et de dire, ben voilà, aujourd'hui, dans mon école, dans mon organisme, on a décidé que c'était à partir de maintenant qu'on mettait en place la démarche qualité. Tout ce qui vient après, ça nous sera opposable, et tout ce qui nous vient avant, ça nous sera moins opposable, ou au moins, on pourra montrer la différence entre avant et après. Donc, mais ouais, c'est généralement sur une année d'activité. Ouais, ouf. Ah oui, parce que ceux qui ont déjà de l'antériorité sur 5-6 ans, et comme les normes, elles changent tout le temps et qu'on progresse tout le temps, s'il faut sortir des trucs pas très quali d'il y a 5 ans, bon, c'est compliqué, quoi. Voilà, ça, c'était pour les premiers partisans du oui et du non. Je crois que… Ah oui, c'est ça. Oui, alors, il y a 2 questions à se poser quand même quand on aborde l'audit, si je fais le choix d'y aller. Donc là, je me mets dans la personne qui fait le choix d'y aller, hein, maintenant ou plus tard. Il y a quand même 2 questions à se poser. C'est comment ça s'appelle? De se dire comment je fais pour assurer la qualité, c'est-à-dire comment j'ai formalisé les choses, comment je fais pour le prouver, parce que en fait, ce qui vous est demandé pendant l'audit, c'est de prouver ce que vous faites. Si vous m'expliquez que vous faites les fiches de présence et que j'en vois aucune, eh ben, ça sera non conforme. Donc, c'est vraiment cette question-là de se poser comment je vais faire prouver et quels éléments j'ai à apporter. Et c'est la question d'après, hein, c'est comment je prouve que je fais comme je l'ai dit. Donc, si j'ai une procédure qui dit je fais comme ça, comme ça, comme ça, et ben derrière, il faut que j'ai vraiment les éléments de preuve pour montrer que je fais ça. Donc, ça, c'est vraiment les questions de se dire avant de se lancer, avant l'audit, c'est comment je vais faire pour prouver ce que je fais. Et donc, comment j'ai formalisé. En fait, vraiment, le truc, c'est que tout le monde fait les choses comme il faut, mais c'est la formalisation pour avoir les éléments de preuve le jour J, etc. et les garder. Alors, quelques petits conseils, et il y en aura bien d'autres, hein, et ça, vous l'aurez compris, le premier, je crois que je l'ai répété assez, c'est vraiment lire le référentiel.
pour moi, y aller sans se former, c'est difficile parce que même si vous lisez le référentiel, il y a des subtilités, une préparation qui est importante. Et on voit vraiment la différence entre ceux qui ont été accompagnés, même à minima, parce qu'on peut faire des formations comme ce soir ou sur une demi-journée, 2 jours, 3 jours, mais on voit vraiment la différence. On en a parlé, fermez le robinet tout de suite, plus vous laissez traîner, plus vous êtes sûr d'avoir des choses à récupérer ou des éléments de preuve qui vont vous manquer. Fixer une date de passage de certification, ça vous permet de fixer un cap. Si vous vous dites je passe en décembre, voilà, vous faites votre rétro-planning sur le plan de bataille et ça vous évite de reporter justement en disant bon, c'est pas grave, c'est pas tout de suite. Demandez le plan d'audit. Donc, l'organisme que vous allez choisir, il va forcément vous envoyer un plan d'audit. C'est-à-dire, comment ça s'appelle? C'est-à-dire qu'il va vous expliquer comment ça va se passer avec le nombre d'indicateurs, enfin, les indicateurs qui vont être audités en fonction de quel type d'organisme vous êtes, les horaires, etc. Donc, calez-vous bien là-dessus parce que ça va être suivi au millimètre près. Et surtout, préparez vos éléments de preuve. Vous avez cette chance-là. Alors, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi il faudrait se certifier avant le 1er janvier 2022? Tout simplement parce que jusqu'au 1er janvier 2022, vous pouvez demander à ce que ça soit fait à distance. Et le gros avantage de la distance, c'est que vous sortez les preuves que vous voulez. Et si, par exemple, vous avez un auditeur qui vient chez vous, il peut tirer n'importe quel dossier, vous demander de sortir ci ou ça. Il peut rencontrer un formateur dans le couloir et lui poser des questions et se dire qu'il va l'auditer. Alors que quand on est à distance, c'est vous qui avez la main sur ce que vous montrez. Donc voilà, mais tout ça pour vous dire, préparez des éléments de preuve. En général, l'auditeur, il va prendre 5-6 cas d'études. Je ne sais pas, vous avez un apprenant, il va vous dire, voilà, il est rentré dans quelle formation, montrez-moi, je ne sais pas, le déroulé de la formation, montrez-moi son contrat, montrez-moi ses feuilles de présence. Et donc ça, il va le prendre pour 4-5 cas. Maxime, il y a juste une petite question de Nadia. Ouais. Sur combien de temps avant la date d'audit initiale devons-nous recevoir le plan d'audit, normalement? Alors, normalement, c'est 15 jours, au minimum 15 jours avant. De toute façon, dites-vous bien que le plan d'audit, il va suivre indicateur par indicateur. Ce qui va varier d'un plan à l'autre, c'est est-ce que cet indicateur, je dois le prouver ou pas. Par exemple, est-ce que si je suis CFA, ça m'enlève déjà 4 indicateurs. Si je suis nouvel entrant, ça en enlève encore quelques-uns. Donc, c'est ça qui va varier, mais ça va suivre. Voilà. Mais ça vous aide à structurer aussi et de vous dire, j'ai le plan d'audit, en face de chaque indicateur, je vais mettre les personnes que je vais solliciter pour être interrogées. Parce qu'en fait, l'audit, si vous voulez, va se dérouler sur le recueil de preuves, mais aussi sur des interviews. Donc, interroger des personnes, je prends le cas d'un formateur, boum, il passe dans le couloir. Ah tiens, c'est vous qui êtes en charge de telle formation, tiens, comment vous faites la veille? Et puis là, on s'aperçoit qu'il ne fait pas du tout ce qui est prévu dans le process ou ce qu'on m'a présenté. Donc, c'est pour ça qu'aussi l'audit à distanciel, c'est génial parce que ça vous évite tout ce genre de petits trucs et préparez bien vos éléments de preuve. Mais voilà, il faut en généralement 5-6 preuves par indicateur. Voilà, les questions se déchaînent. Vous avez dit que ce sera en distanciel jusqu'à janvier, pas à partir de janvier, jusqu'à janvier, et après, on revient normalement en présentiel. Quel est le temps qu'un auditeur se déplace? Donc ça aussi, ça rentre dans les éléments de négociation, parce que vous imaginez que tout le monde est en train, depuis 2019, 15 000 certifiés, là, il y en a encore 12 000 dans les tuyaux. Donc vous imaginez, là, c'est les embouteillages. Donc là, moi, ce que je peux constater, c'est que maintenant, pour être audité, c'est plutôt sur décembre, les dates là. Donc, il faut bien 2 ou 3 mois. Après, il faut se laisser le temps. Ça dépend aussi de votre maturité dans votre démarche qualité, etc. Si on change de statut d'une asso à une SARL, on reprend ce qu'on a fait avant. Oui, en fait, vous pouvez le déclarer. Alors, c'est votre SARL qui sera audité, mais vous pouvez expliquer qu'il y a eu un changement de statut. Donc, vous pouvez être audité aussi sur ce que vous avez fait avant ou dire, on fait table rase de ce qu'il y avait avant et c'est que la SARL qui est auditée. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire. Oui, 6 mois, c'est pas étonnant. Ça va dépendre des organismes. C'est pour ça qu'il y a une trentaine maintenant d'organismes certificateurs. Donc, n'hésitez pas
à faire jouer la concurrence et à faire jouer les timings. Voilà, moi je travaille notamment pour ISTQB. Aujourd'hui, ils ont quasiment 50 audits par jour, quoi. Donc voilà, ça va dépendre vraiment de l'organisme que vous allez choisir, du timing que vous vous donnez. Voilà. Après, pour finir sur les autres points, alors pourquoi j'ai mis ne cherchez pas la médaille d'or? En vrai, c'est pas grave si vous avez des non-conformités ou si tout n'est pas parfait, si tout n'est pas calé. Des fois, on veut trop en faire et bah, ça fait l'effet inverse. Et trop parler, c'est pareil. Quand on fait les accompagnements, je dis toujours à la personne que j'accompagne, on te pose une question, tu réponds à la question et tu ne vas pas plus loin. Vous avez des éléments de preuve, je ne sais pas, pour les présences? Oui, j'ai des feuilles de présence, les voilà. Et il ne faut pas s'embarquer dans alors ce jour-là, j'ai fait comme ci, comme ça, parce que tout ce qu'on peut dire peut prêter à une autre question qui peut vous mettre à défaut. Donc voilà, surtout, on ne cherche pas à être les meilleurs, on ne cherche pas à trop en dire. On me demande un élément de preuve, je sors l'élément de preuve, point, et on passe à la suite. Parce que en fait, moi, j'étais sur un audit là où la personne expliquait beaucoup ce qu'elle faisait et montrait très peu de preuves. Et bon, moi, ça m'a un peu agacé, mais la personne qui audite avec moi aussi. Et finalement, en fait, on part après avec un mauvais a priori qui fait qu'on passe à côté de choses. Et puis, en fait, quand on lui a dit, bah, ça et ça, c'est non-conformité, elle me dit, mais en fait, je les ai, ces documents. Donc, elle nous les a sortis. Et effectivement, elle les avait. Mais elle a passé son temps à discuter et à pas nous sortir les éléments. Il faut savoir que l'auditeur, il va s'appuyer que sur des éléments de preuve tangibles. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque, je pense que c'est une diapo d'après, à la fin de chaque indicateur, il va vous dire c'est conforme ou non conforme et pourquoi ça ne l'est pas, et en s'appuyant sur des preuves. Il ne pourra pas dire, il va dire j'ai audité tel document, je n'ai pas vu ça, j'ai vu ça, et voilà sur quoi je m'appuie pour dire si c'est conforme ou pas. Faire preuve d'humilité le jour de l'audit, même si l'auditeur n'a pas raison, et ça arrive, tout le monde, voilà, on peut se tromper. Surtout, ne mettez pas à défaut un auditeur parce que ça peut être pire que tout. Vous avez des espaces pour… alors, ça vous peut être un peu illogique et pour le coup, ça pourrait pas manquer d'humilité de ma part, mais ne fâchez pas un auditeur le jour de l'audit. Il y a des éléments après l'audit pour faire remonter en disant je ne suis pas d'accord avec ça, je suis étonné là-dessus, etc. Mais le jour de l'audit, ne vous fâchez pas. Non-conformité, ce n'est pas grave. Prenez en compte la thématique. Vous avez le temps d'y revenir après. Ne laissez pas les réactions à chaud vous dépasser parce que du coup, c'est pire que tout. Et puis, bon, bah, évidemment, digitaliser vos pratiques, ça vous rend la tâche facile. Quand on vous demande un document, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien où se trouve le document et c'est plus facile que d'aller ouvrir tous ces dossiers et de chercher feuille par feuille. Donc voilà, c'est des petits trucs et astuces. Bon, il y en a, on n'aura jamais fait le tour, mais il faut y aller détendu en fait le jour de l'audit. Voilà, il faut se dire que c'est pas si compliqué que ça. Oui, c'est une usine à gaz. Oui, c'est une petite pression, mais il y a vraiment, vous verrez à la suite qu'il y a vraiment en gros, alors je ne devrais pas vous le dire, mais il y a 88% des organismes de formation qui ont leur certification. Donc, voilà, donc si vous faites à peu près bien les choses, logiquement, vous devez y arriver. Après, voilà, ça vous demande plus ou moins de temps, mais il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Une petite question. Alors, non-conformité, merci pour la transition. Comme ça me fait passer à la diapo suivante. Alors ça, c'est le déroulement du plan d'audit. De toute façon, on n'a rien inventé. C'est la route d'Eming, c'est plan, do, check, act. Donc, préparation de l'audit, du côté de l'auditeur, mais de l'autre côté. Le do, c'est comment ça va fonctionner. Donc, une réunion d'ouverture pour vous présenter comment ça fonctionne. Des constatations d'audit. Donc là, c'est ce que je vous disais. Il y a une vérification documentaire, il y a des entretiens, on fait des observations. Et ces constatations vont nous amener à faire des conclusions en fonction du référentiel. C'est-à-dire que le référentiel dit ça. Moi, j'ai constaté ça. Voilà les preuves, voilà le risque encouru, et donc on fait un classement de non-conformité entre si c'est conforme, non-conforme majeur ou mineur. Et on verra après le classement des non-conformités. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait des constats, et à partir de ces constats, et en fonction de ce qui est attendu par le référentiel, on met en place, on classe les risques. S'il n'y en a pas, tant mieux. S'il y en a, on classe en non-conformité. Et puis après, il y a une réunion de clôture où, alors, à chaque indicateur, normalement, l'auditeur va vous dire voilà les non-conformités. Donc, vous, ça vous permet aussi de réagir. Mettons, le matin, on a audité le critère 1.
Je vous dis, voilà, il y a telle non-conformité. L'après-midi, vous pouvez aussi revenir avec des preuves ou avoir fait déjà évoluer votre système pour que je lève la non-conformité avant de faire le rapport. Ça, c'est possible aussi, sachez-le. C'est-à-dire que pendant l'audit, vous pouvez quand même faire évoluer vos documents pour que ça soit conforme. Là, dernièrement, j'ai enlevé 2 non-conformités pendant l'audit parce que la personne m'a amené des preuves au fur et à mesure. Et donc, à chaque constat, vous pouvez dire OK, pas OK, mais les constatations, normalement, elles sont partagées puisqu'on s'appuie sur des éléments de preuve tangibles. Et après, il y a une réunion de clôture pour vous donner toutes les conclusions et pour valider avec vous. Donc, vous avez quand même un espace de discussion. Et comme je vous disais tout à l'heure, pas de réaction à chaud. Prenez le temps d'analyser. Ne vous chamaillez pas avec l'auditeur. Prenez le temps à la réunion de clôture de dire voilà, je ne suis pas d'accord avec ça, etc. ou d'apporter les ajustements qu'il faut. Voilà, vous ne prenez pas la tête. Vous avez, après l'audit, après la réunion de clôture, vous avez encore le temps de mettre en place un plan d'action, etc., etc. Donc voilà, évitez les réactions à chaud. Allez, je vois 2 questions. Elle demande la présence des gens en particulier. Alors oui, pendant le plan d'audit, quand vous allez recevoir le plan d'audit, je ne sais pas, on va dire sur la communication, on va auditer tels indicateurs. Mais vous, derrière, vous allez pouvoir mettre qui est-ce qui va être audité. Est-ce que c'est le référent qualité? Est-ce que c'est votre chargé de communication? Est-ce que c'est un tel? Donc, c'est aussi vous qui choisissez les personnes qui vont être interrogées, notamment à distance, puisque de toute façon, il faut prévoir qu'ils soient présents, etc. En présentiel, on pourrait très bien dire, ah bah, tiens, vous avez un service communication, allez hop, on va dans le service communication, puis on va interroger les présents. Bon, là, c'est quand même plus sympa de prévoir à l'avance. Il faut tenir note, alors, c'est diapo d'après. Donc voilà, je reviendrai, Hélène, sur cette question. Une fois que vous avez fait l'audit, le rapport a été diffusé, donc il va être diffusé à vous et à l'organisme certificateur. Il faut savoir que l'auditeur, lui, ce n'est pas lui qui décide de vous donner la certification, c'est l'organisme certificateur qui délivre la certification. Donc l'auditeur va faire son rapport, va émettre un avis et l'organisme certificateur va valider ou pas. Généralement, il suit l'avis de l'auditeur parce qu'il n'était pas présent le jour de l'audit, sauf si vous avez des réclamations et que vous n'êtes pas d'accord. Où là, il y a des discussions. Mais quand même, 90% des temps, on est sur suivi de l'auditeur. Donc, voilà. Et après, on fait un suivi de l'audit. Et suivi de l'audit, je vous en ai parlé, c'est l'audit de surveillance entre le 14e et le 22e. Donc voilà, si on peut résumer, vous avez la phase de préparation, le déroulement, donc constatation, conclusion et puis rapport, la diffusion du rapport et puis après le suivi de ce que vous allez mettre en place pendant les 14 et entre le 14e et le 22e. Je vais passer tout de suite parce que je sens que c'est un sujet qui vous anime. Donc, sur le référentiel, on a donc 32 indicateurs, 15 qui sont sanctionnés de non-conformité mineure. Et alors, sanctionnés, ce n'est pas le bon terme, mais 15 qui pourraient relever de non-conformité mineure et 17 qui pourraient relever de non-conformité majeure. Donc, je vous ai remis la définition légale de la non-conformité, donc non-respect d'une exigence. C'est que vous n'avez pas atteint le niveau et qu'il faut apporter une correction parce qu'il y a un risque. Je ne sais pas si vous ne faites pas le suivi des présences, mais vous avez un risque sur l'engagement de vos apprenants, sur la subvention, sur le bon déroulé de vos formations, etc. Alors, si j'ai des non-conformités majeures, j'ai 3 mois pour les lever. Ça veut dire que si le rapport, par exemple, à la réunion de clôture, l'auditeur vous dit voilà, j'ai détecté une non-conformité majeure, et vous allez mettre en place un plan d'action, d'amélioration, et vous aurez 3 mois pour lever cette non-conformité. Vous pouvez le faire au bout d'une semaine si vous avez agi. Mais au bout de 3 mois, ça veut dire que vous allez dépasser le délai légal et qu'il faudra être réaudité. Si j'ai une non-conformité mineure, donc c'est 1 mois pour proposer un plan d'action et j'ai 6 mois pour le mettre en œuvre. C'est-à-dire que je ne sais pas, non-conformité majeure, imaginons en termes de communication sur mon site, j'ai oublié de mettre les prérequis. Donc, je vais faire mon plan d'action en disant, oui, je vais mettre sur mon site les prérequis de la formation et l'auditeur va vérifier. Enfin, il faudra que ça soit planifié dans les 6 mois. Ça ne veut pas dire que ça va être vérifié. C'est-à-dire que vous vous engagez à l'avoir fait dans les 6 mois. Et après, ça sera regardé en audit de surveillance. Donc, toutes les non-conformités que vous allez avoir, vous pouvez être sûr que ça va être vérifié et revérifié le jour de l'audit de surveillance. C'était la dernière ligne. Donc, il n'y a pas de score à obtenir. Une non-conformité majeure égale je n'ai pas Calliope tout de suite, c'est égal à plan d'action. En gros, il n'y a pas de j'ai ou j'ai pas Calliope, c'est
je l'aide tout de suite, ou alors est-ce que je dois mettre un plan d'action en marche? C'est pour ça qu'en fait, je vous disais qu'il n'y a pas forcément d'enjeu. Si vous n'êtes pas, si le jour même vous avez des non-conformités, c'est pas très grave parce que vous pouvez mettre un plan d'action qui va vous permettre d'avoir Calliope, mais sous un certain délai. Après, quand je dis ça, en fait, si vous avez 6 non-conformités, ce qui est énorme, hein, non-conformité majeure, vous devez repasser un audit. Voilà. Et des non-conformités mineures, si vous en avez 5, donc 4, si vous dépassez les 4, ça équivaut à une non-conformité majeure. Et ça peut aller très, très vite. Une non-conformité mineure, par exemple, sur un document de communication, je ne sais pas, mettons, j'ai 6 formations. Et sur chaque fiche de formation, j'ai oublié de mettre les prérequis. Ça fait 6 non-conformités mineures et donc une non-conformité majeure. Donc, ça peut aller très, très vite. Bon, j'ai l'impression un peu de vous embrouiller, donc je vais essayer de synthétiser tout ça. Non-conformité majeure, c'est qu'il y a un risque élevé pour la formation, donc c'est classé en majeur. Donc, vous avez 3 mois pour l'élever. Non-conformité mineure, c'est que le risque est moindre. Par contre, si c'est un risque qui est répété, si vous avez fait l'erreur plusieurs fois, ça peut se transformer en non-conformité majeure. Si c'est quelque chose qui est régulier, ça peut se transformer en non-conformité majeure. Vous avez, à l'issue de l'audit, vous mettez en place un plan d'action qui va vous permettre de lever ces non-conformités. Vous le soumettez à l'auditeur est OK. Et à ce moment-là, une fois que l'auditeur est OK, il fait remonter son rapport à l'organisme certificateur qui va vous délivrer Calliope. Donc, en gros, si à la fin de votre rapport d'audit, à la fin de votre audit, il y a des non-conformités, vous faites un plan d'action, vous le transmettez à l'auditeur, il va vous le valider. Et à ce moment-là, il va vous présenter pour la certification Calliope. Donc, en fait, tout l'intérêt de se préparer, c'est d'éviter d'avoir 6 non-conformités majeures, c'est d'éviter d'avoir des choses qui sont récurrentes et qui reviennent trop souvent. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Et ça vous permet après de gagner du temps aussi dans votre organisation. Et je vous ai fait, alors je ne vais pas vous faire, parce que je vois que le temps avance, je ne vais pas vous faire le petit quiz, mais voilà le top 10 des non-conformités. Donc vraiment, c'est les récurrentes. Et l'indicateur 1 et 2, c'est des indicateurs qui sont vraiment régulièrement non conformes. Et pourtant, ça pourrait paraître simple, hein, parce qu'en plus, là, sur l'indicateur 1 notamment, vous avez une liste exhaustive des mentions qu'on doit retrouver sur vos outils de communication. Mais il peut toujours rester un document print qui traîne quelque part, un truc sur le site Internet, une coquille, un écart entre votre site Internet et un flyer que vous avez envoyé. Plein de petites subtilités comme ça. Donc voilà, c'est là où sont les écarts. Les indicateurs de résultats, souvent, ils ne sont pas communiqués sur les taux de réussite, les taux de sortie, etc. Bon, sur les conditions de déroulement, c'est aussi des choses qui viennent récurrentes. Alors, je vais peut-être prendre des exemples. J'ai pas tout le temps les contrats de formation. J'ai pas donné le livret d'accueil. J'ai pas donné des choses comme ça régulièrement, parce que ça peut être, par exemple, si j'audite, je vous demande de me sortir 5 cas d'études. Vous allez me sortir 5 contrats. Peut-être que dans l'un, il va manquer le livret d'accueil. Donc, je vais vous dire, sortez-moi-en un autre cas d'étude. Et puis, il va encore manquer le livret d'accueil. Ou il va manquer le contrat cette fois. Donc là, si ce n'est pas régulier, là, c'est non-conformité. Enfin, s'il y a des trous dans la raquette. Favoriser l'engagement, ça, c'est le truc auquel on passe à travers régulièrement. C'est comment je fais pour éviter qu'il y ait des décrochages, comment je fais pour motiver les troupes, comment je fais pour qu'ils réussissent, etc. Et là, c'est difficile à prouver en plus. Donc là, généralement, c'est les fiches de présence qui sont les premiers éléments de preuve. L'indicateur 30, le recueil des appréciations. Souvent, on passe un peu à travers du questionnaire à chaud. Donc souvent, quand même, les organismes, il y a, comment dire, pour les apprenants, c'est fait, mais on oublie de faire le questionnaire du financeur, le questionnaire des entreprises partenaires, le questionnaire de la GFIP s'ils ont travaillé avec nous, etc. Voilà, sur l'analyse du besoin aussi. Et puis, des fois, on a des combos aussi. Le 5 et le 11 vont un peu ensemble. Donc, si vous avez loupé le 5, généralement, le 11 va avec. Donc, vous prenez 2 non-conformités. Voilà, sur comment j'évalue l'atteinte des objectifs. Donc, le 5, c'est plutôt comment je fixe les objectifs. Et le 11, c'est comment j'évalue l'atteinte de ces objectifs par les apprenants. Donc, vous voyez que si je n'ai déjà pas fixé mes objectifs, c'est dur de les évaluer. Voilà, donc combo, généralement gagnant. Sur le 6, qu'est-ce que j'aurais comme exemple?
tout simplement, et on en voit encore, je n'ai pas de déroulé pédagogique, par exemple, sur le 6. L'adaptation de la prestation, on est censé, alors c'est lié au handicap, mais pas que, hein, vous pouvez avoir des apprenants qui vont vous demander, je ne sais pas, parce qu'ils ont tel ou tel module qu'ils ne veulent pas faire ou qu'ils ont déjà acquis, ou une entreprise qui va vous demander de retravailler votre programme. Donc, vous êtes normalement, vous devez prouver que vous faites cette adaptation ou pas, mais ça veut dire que vous devez avoir tout un process de recueil du besoin en amont pour montrer que vous prenez le besoin et que vous allez adapter, si besoin, votre formation. Et si vous l'adaptez, il faut montrer comment vous avez fait. Le 26, je crois que j'en ai beaucoup parlé du handicap, donc je ne vais pas continuer là-dessus, mais c'est récurrent. Et puis le tableau d'amélioration continue, ça serait dommage d'arriver à l'indicateur 32 sans non-conformité et puis d'en prendre une au dernier moment majeur là-dessus. C'est un tableau où vous allez dire j'ai un tel dysfonctionnement, voilà comment j'ai traité le dysfonctionnement. 8 questions. Donc. Ouais, il y a quelques questions, Maxime. Je vais peut-être te les lire. Il y a Céline qui demande quid des indicateurs de résultats pour une formation soft skills. Et en fait, c'est à vous de définir vos indicateurs et vos objectifs. Donc, ça veut dire peut-être, je ne sais pas, que vous allez dire, peut-être que l'indicateur que vous allez choisir, c'est le nombre de personnes qui restera à la fin de votre formation. Peut-être c'est le nombre de badges soft skills qui auront été obtenus. Peut-être que c'est le taux d'insertion professionnelle que vous allez retenir. C'est à vous de fixer les indicateurs que vous retenez. En fait, si vous voulez, l'auditeur, il n'a pas à juger si l'indicateur, enfin, si le taux ou le type d'indicateur est pertinent ou pas. Par contre, il va juger si vous en avez mis en place. Donc, si vous décidez que, je ne sais pas, c'est le taux de réussite pertinent à communiquer, c'est l'obtention de badges soft skills, et très bien. Mais il faut prouver que vous le faites et que vous les suivez et que vous avez mis en place des choses pour le faire. Mais on ne jugera jamais de la pertinence. De la même façon, on ne pourra pas dire votre site internet il est beau ou il est moche. On s'en fiche. C'est juste est-ce qu'il y a les bonnes informations dessus. Donc vraiment, c'est à vous de décider. Mais par contre, ce que vous décidez, il faut pouvoir le prouver et montrer que vous le mettez bien en œuvre. En fait. C'est surtout ça le truc. Le taux de gens qui boivent des cafés, peut-être pas à cette heure-ci, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce que le site internet est obligatoire? Non. Sur la communication, vous pouvez très bien avoir, on a des organismes qui n'ont qu'une fiche formation avec leurs prestations, ce qu'ils vendent, et qui contient tout. Mais quand même, le site internet, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir tout au même endroit et d'avoir qu'un seul outil. Mais il y a énormément de petits organismes de formation qui n'ont pas, qui ont pas de site et qui ont une offre, surtout sur les formations courtes de 2 ou 3 jours, clé en main. Voilà, c'est des offres qui sont à chaque fois retravaillées, donc ils ne communiquent pas là-dessus. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, par contre, c'est les items d'entrée, c'est-à-dire les prérequis, les modalités, etc., les dates, tout ça, c'est obligatoire, mais pas le format en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Je crois qu'on a bientôt atteint le bout du PowerPoint. Eh bien oui, on est bientôt on est à la fin. 1 heure, c'est pas mal, Tiffany. Sachant que j'ai répondu aux questions au fur et à mesure. Donc maintenant, si les informations vous suffisent, lancez-vous ou pas, faites votre choix. Si vous avez besoin d'aide, je pense que Tiffany vous parlera de la masterclass. Et l'idée de la masterclass qu'on va mettre en place avec la Maison de l'Apprendre, c'est de se donner 2 heures par critère pour comprendre le critère, mettre en place les éléments de preuve et puis créer sa cartographie. C'est un exemple, là, voilà, indicateur, les points de vigilance quand on nous pose des questions, les éléments de preuve. Donc, vous voyez, là, on avait fait des liens, on n'avait plus qu'à cliquer pour ouvrir, donc on savait où c'était pour que ça soit fluide. Et on s'était mis, voilà, si l'autrice demande un taux par école, vraiment son plan de bataille. Donc, l'idée de ces masterclass, c'est ça, c'est d'aboutir à un plan qui vous permet d'être raccord avec les preuves, de bien comprendre les indicateurs, etc. Alors, je vois une question de Bénédicte, je crois. Je suis seul à assurer des formations à l'extérieur. J'ai un site. Est-ce qu'un audit peut se faire chez moi? Oui, mais après, oui. C'est là, j'ai le cas, c'est à distance, mais sinon, la prochaine audit que je vais faire avec elle, c'est les audits de surveillance. Ça sera en fait, elle fait même des formations dans sa maison où elle a dédié un espace pour la formation. Et elle fait aussi des prestations extérieures. Donc, ça peut se faire même dans l'organisme certificateur si vous avez besoin, si ça se fait en présentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à passer par la Maison de l'Apprendre si vous avez
des questions qui vous viennent après. Si comme moi, vous avez l'esprit d'escalier, n'hésitez pas à revenir par la suite. Qu'est-ce qu'on a pu oublier, Tiffaine? Je crois qu'on a été assez exhaustif. Tu as été relativement exhaustif et efficace dans la réponse Est-ce au fur et à que, ouais, mesure. j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, que je ne vous ai pas démoralisé. Il y a Les une question de consultants, alors, Patricia qui demande. ouais, je vois, sur les Ouais. consultants. En fait, l'obligation des sous-traitants, parce que j'imagine que vous êtes, ça va dépendre du type de consulting. En fait, si vous vendez des formations à quelqu'un, dans ce cas-là, vous devez avoir Calliope. Par contre, si on vous sous-traite de la formation, si demain je vous appelle et je vous dis faites-moi mon module soft skills, là vous êtes considéré comme sous-traitant, donc vous n'avez pas besoin de Calliope. Par contre, moi en tant qu'organisme de formation, quand je fais appel à des sous-traitants, je dois m'assurer qu'ils respectent, qu'ils sont au courant de Calliope et qu'ils respectent les normes qualité que j'ai mis en place. Par exemple, nous, maintenant, dans chaque contrat de sous-traitant, on a notre charte Calliope et ils doivent la signer pour dire j'ai bien lu. Et nous, on s'est engagé aussi à les former sur le sujet. Donc, en gros, c'est si vous vendez de la formation, entre autres avec les OPCO-OP. Alors là, OPCO-OP, c'est tout de suite, oui, il faut avoir Calliope. Les OPCO, il n'y a pas de négo. Ouais, là, c'est… On Attends, notera la exhaustive. deuxième. Oui, Hélène, les listes exhaustives, je vous laisserai les découvrir. C'est dans votre livret de chevet des prochains mois. Vous avez tous les documents, tout plein d'exemples. Voilà. Donc, tout se passe le jour J, le jour de l'audit. Nous n'avons rien à déposer en amont. Alors, normalement, non. Oui, je comprends que vous ayez hâte de lire ce fabuleux référentiel. Je suis d'accord avec vous. Non, en fait, le jour de l'audit, alors certains organismes certificateurs vous proposent une plateforme où vous pouvez d'ores et déjà mettre vos documents pour vous aider le jour de l'audit. Mais ce n'est pas tous. Et sachez qu'un auditeur, il ne doit pas connaître l'organisme avant d'arriver. C'est-à-dire que je dois avoir le moins d'informations possible sur l'organisme pour être impartial et pas commencer à regarder avant, me faire une mauvaise idée, etc. Et d'ailleurs, sachez aussi que l'auditeur ne doit pas vous conseiller le jour de l'audit. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas censé vous dire, maintenant, je vous dis, l'indicateur 1, c'est non conforme. Et vous allez me dire, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas le droit de répondre à cette question. Je vous je vous renvoie vers le référentiel, je vous reformule la description d'indicateur, mais je n'ai pas le droit de vous dire, il me faudrait ça, ça, ça. Donc voilà, mais par contre, pour répondre à la question en amont, oui, à mon avis, vous avez tout intérêt à vous créer des dossiers avec des liens vers ces dossiers pour dire, voilà, pour l'indicateur temps, j'ai tels éléments de preuve, je clique dessus, ça s'ouvre. Par contre, sachez qu'il faut vous prévoir une grande masse de documents exemples parce que l'auditeur, il peut très bien vous dire, OK, c'est super, vous avez très bien préparé, bon, maintenant, on ouvre un dossier au hasard. Donc là, il faut être assez malin. Non, il n'y a pas de rattrapage pour les non-conformités. C'est si à la fin de votre audit, vous avez des non-conformités, vous mettez en place un plan d'action qui doit être validé par l'auditeur. Et à ce moment-là, l'auditeur fait monter son rapport et vous avez Calliope. Mais il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien en plus à payer. Vous n'avez pas un nouvel audit, sauf si vraiment vous avez des non-conformités, 6 non-conformités ou des choses extraordinaires et que là, ça ne va pas du tout. Alors, les nombres d'indicateurs, nombre d'éléments par indicateur, ça va dépendre, mais généralement, alors ça dépend aussi du volume d'activité. Moi, j'ai 2000 apprenants, vous imaginez bien que l'auditeur ne va pas se contenter d'un exemple. Par contre, j'ai audité des gens où ils ont eu 10 apprenants. Ben oui, on a pris 2 exemples, quoi. Donc, je dirais que c'est entre 5 et 10, pour bien faire, il faut avoir entre 5 et 10 exemples. Voilà, je sais pas, j'ai 5 contrats signés sur des formations différentes. J'ai 5 preuves que j'ai bien envoyé le livret d'accueil. Et généralement, les auditeurs, ils aiment bien prendre un exemple qui suive tout au long du parcours, c'est-à-dire, tiens, vous faites telle formation sur les soft skills, ok, c'est cette formation, donc sortez-moi un apprenant, et puis on va regarder à chaque fois sur cet apprenant ou sur cette formation les éléments, les indicateurs. Donc ça peut être comme ça aussi. Okay. Bon, j'espère que cette session vous aura permis de répondre à la majeure partie de vos interrogations autour de ce vaste sujet qu'est Calliope. Ouais. Comme vous l'a Je peux proposé juste… Maxime, vas-y, je Ouais, t'en non, prie. juste ce que je voulais dire, Tiffany, excuse-moi, mais
Le sujet, il est inépuisable parce que vous savez comme moi qu'il y a des gens, des administratifs et des législateurs qui adorent discuter de la virgule. Et donc, les choses évoluent, elles s'amplifient. Il va certainement y avoir d'autres indicateurs. Aujourd'hui, par exemple, Calliope ne vous oblige pas à suivre de suivi financier. Il n'y a pas d'indicateur sur le financier. Donc, on ne viendra pas voir si vous avez facturé, par exemple. Donc, et c'est possible que ça vienne plus tard. Donc, le sujet ne s'arrêtera jamais. Donc, tenez-vous au courant et dites-vous bien que je ne connais pas tout. Donc, ça ne vous empêche pas, ces éléments, d'aller voir d'autres choses, de compléter, de contredire même ce que j'ai pu dire, parce que voilà, c'est un sujet qui est très, très dense. Et oui, il faut se rassurer, c'est pas compliqué, Calliope. C'est juste, ça fait peur au départ et après, ça pique et après, ça va bien. Merci infiniment, Maxime.